Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Mondiaux d'athlétisme 2017, encore de l'argent pour Marie-Josée Tallou. Elle a remporté hier soir sa deuxième médaille d'argent durant les championnats du monde à Londres. La sprinteuse ivoirienne de 28 ans a terminé derrière la néerlandaise Daphne Schippers en finale du 200 mètres avec un chrono de 22,08, battant ainsi son record de Côte d'Ivoire. Allez, ça part bien avec Marie-Josée Tallou qui est partie très fort. Elle a mangé Shaunae Miller. Daphne Schippers est bien, notamment dans la dernière ligne droite. Marie-Josée Tallou est devant avec Daphne Schippers. Les deux maillots orange devant. Daphne Schippers qui ne craque pas. Marie-Josée Tallou qui s'arrête. Elle est en train de dire. Allez, elle peut passer Daphne Schippers. Marie-Josée Tallou. Oh non, deuxième encore. Elle a failli être championne. C'est quand même énorme. Elle va faire 2 médailles d'argent. Et Daphne Schippers avec sa puissance légendaire finit devant. Elle est encore championne du monde, la néerlandaise. Et Marie-Josée Tallou est deuxième. 2 médailles d'argent au championnat du monde, comme Muriel Aouré il y a 4 ans. Bravo Marie-Josée Tallou, 2 médailles d'argent sur 100 et 200, c'est énorme. 2 médailles d'argent pour Marie-Josée Tallou sur 100 et 200 mètres. Juste après cette belle performance, la deuxième femme la plus rapide au monde s'est exprimée au micro de notre envoyée sur place, Cathy Touré. On l'écoute. La course vient de s'achever ici à l'Olympic Stadium avec Marie-Josée Tallou qui termine deuxième médaille d'argent dans cette compétition. Marie-Josée Tallou, impression à chaud? Là, je suis contente, mais un peu déçue parce que vraiment j'aurais pu faire mieux si ce n'aurait pas été que j'ai eu un petit peu mal encore au niveau de du gros orteil de mes pieds. Là, j'ai pas voulu dire aux côtes parce que depuis le début de compétition, il stressait. C'est Ben qui essayait de prendre sa place, mais là, Ben n'était pas là, donc c'était un peu difficile pour moi avec la pluie qui a commencé. Mais là, je suis contente parce que j'ai fait ma meilleure performance. J'ai fait un excellent finish avec un mauvais départ, mais je rends grâce à Dieu. Je remercie tous ceux qui me soutiennent et vraiment, merci beaucoup à vous. Vous avez quelqu'un en particulier à remercier ce soir parce que 2 médailles d'argent quand même au plus haut niveau de cette compétition d'athlétisme, c'est pas donné à tout le monde. Oui, là je remercie d'abord Dieu qui a permis tout. En second lieu, mon coach qui s'est sacrifié beaucoup pour moi cette année, ma famille, mes amis, et je ne serais pas Tallou sans 2 personnes qui ont cru en moi et qui ont permis que je puisse arriver au centre de Dakar. C'est Madame Olonade et Florence, qui a été mon premier coach que j'appelle maman, et Kwame Jano qui aussi a fait beaucoup pour moi. Ce sont ces 3 personnes-là qui ont permis que je sois celle que je suis aujourd'hui. Et après ma maman, mes frères, tous ceux qui ont prié pour moi, ma team November et vraiment toute la Côte d'Ivoire entière, tous ceux qui ont prié, jeûné pour moi, vraiment ça me fait plaisir. À la mission d'intercession catholique de Côte d'Ivoire qui a fait beaucoup aussi pour moi, à beaucoup de prophètes qui ont prié pour moi, je ne saurais vous dire merci, vraiment du fond du cœur, je vous remercie et puis que Dieu vous bénisse. C'est quoi les prochaines étapes de Marie-Josée Tallou? Parce qu'on sait que vous restez ici pour un moment. Là, j'ai Birmingham le 20, après j'ai Zurich le 24 et puis la dernière, c'est, comme on appelle, Bruxelles le 1er septembre. Un message à tous les Ivoiriens qui vous regardent et qui vous admirent? Merci beaucoup. Moi, je peux que vous dire merci. Je n'ai pas de mots plus grands que merci. Si on avait, j'allais vous dire ça. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse et le meilleur reste à venir en tout cas. Ainsi s'achève cette grande compétition pour les Ivoiriens en tout cas. Très bientôt, on retrouvera Marie-Josée Tallou dans plusieurs autres compétitions. Et bien sûr, il y aura Meïté Ben Youssef, il y aura également Ua Wilfried, il y aura également Muriel Aouré et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À bientôt. À bientôt, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ici, de retour donc au pays, rendons-nous maintenant dans les locaux de la grande chancellerie de l'Ordre national où 56 personnes ont été décorées jeudi dernier. Il était question de célébrer la qualité de l'homme au travail et ce, dans la continuité de la cérémonie de décoration qui a eu lieu lors de la célébration de la fête nationale. Le 6 août dernier, au soir, à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président de la République s'est adressé à la nation. Un message dans lequel Alassane Ouattara est revenu, entre autres, sur l'économie, l'état de l'économie de la Côte d'Ivoire, tout en soulignant les actions à entreprendre pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence 2020. Retour sur cet aspect avec Noël Niagno. S'il est une chose qui aura marqué l'année 2017 au plan socio-économique, c'est la chute brutale des coûts du cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne.
Pour une chute de 40%, le budget a été réduit de 9% et le prix aux producteurs a connu une baisse de plus de 30%. Une décision acceptée par les producteurs. Cela leur vaut la reconnaissance de la République. Je veux remercier les producteurs pour leur compréhension, car ils ont accepté cette décision avec responsabilité. Je puis vous assurer, chers parents paysans, que nous continuerons de travailler pour contenir l'impact de tels retournements du marché mondial par une gestion plus rigoureuse de la filière. En plus de la gestion plus rigoureuse de la filière, le gouvernement va s'atteler à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Voilà qui fonde la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Mon ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est à cela que je consacre toute mon énergie. C'est un engagement que j'ai pris avec vous. C'est un engagement qui sera tenu. Les exigences pour tenir cet engagement sont accélérer les réformes, favoriser la transformation des produits agricoles, stabiliser les revenus des paysans, autonomiser les femmes, enfin, aider le secteur privé à jouer un rôle moteur. C'est ce qui explique le récent paiement de la dette intérieure. L'État vient de payer les arriérés de la dette intérieure au profit de 3 900 entreprises pour un montant total de 232 milliards de francs CFA. Pouvait-il en être autrement quand le secteur privé est désigné comme le moteur de la croissance avec une participation attendue de 62% dans le financement du PND, Plan national de développement 2016-2020. Montant de l'investissement, 30 000 milliards de francs CFA. Autre catalyseur de l'émergence de la Côte d'Ivoire, les investissements dans les secteurs sociaux et un meilleur approvisionnement des marchés avec une approche prometteuse. Je me réjouis que la lutte contre la vie chère soit abordée maintenant avec une approche nouvelle et pragmatique par le gouvernement, en ciblant de façon spécifique les prix des denrées alimentaires, du logement et du transport. Le gouvernement veut booster la compétitivité de l'économie ivoirienne en investissant dans les infrastructures routières, énergétiques et de l'eau potable, avec un point d'honneur sur la lutte contre la corruption. Et pour cause. Les ressources de l'État doivent servir à la majorité des Ivoiriens et non pas à quelques-uns. Les détournements des deniers publics seront sévèrement punis et des poursuites seront engagées contre les auteurs. C'est le prix de l'exemplarité et un message on ne peut plus clair en direction des gestionnaires de l'argent de tout le monde. Nous sommes samedi 12 août et c'est la journée internationale de la jeunesse. Le thème mondial retenu cette année est éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables. Ici en Côte d'Ivoire, l'immigration clandestine est au cœur de cette célébration. Issa Cheo. 77,7% de la population ivoirienne est constituée de jeunes âgés de moins de 35 ans. En Côte d'Ivoire, comme dans le monde entier, une journée internationale est dédiée à la jeunesse. Célébrée le 12 août, cette journée est l'occasion pour le gouvernement de dévoiler ses actions menées depuis des années en faveur des jeunes. La mise en place le 11 février 2017 du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, fêtière et désormais interface entre le gouvernement et la jeunesse pour la prise en compte de leur voix dans les politiques et décisions les concernant, tout en les engageant sur des missions de paix, de cohésion et de vivre ensemble. Dès mai 2015, des initiatives entreprises par le ministère ont permis de rendre opérationnelle l'Agence Emploi Jeunes et de développer des programmes spécifiques en faveur de la création d'emplois et l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Ces programmes s'adressent aux jeunes dans leur diversité de profils, qu'ils soient diplômés, non diplômés, chômeurs ou travailleurs, femmes ou hommes, citadins ou ruraux, lettrés ou illettrés. Outre ces actions, le gouvernement est également engagé dans la lutte contre l'immigration clandestine, phénomène qui touche en grande partie la jeunesse. Face au contexte socio-économique qui relève une immigration massive des jeunes vers l'Europe,
à la recherche d'un hypothétique Eldorado avec pour conséquence des pertes en vie humaine, il vous revient donc, au risque d'hypothéquer les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire, de marquer votre engagement dans la consolidation des acquis, en prenant votre place et en jouant votre rôle dans la vie citoyenne, économique de la nation. Cette journée internationale de la jeunesse, dont le but principal est d'éliminer la pauvreté au sein des jeunes et parvenir à des modes de consommation et de production durables, est célébrée partout dans le monde. Vous en êtes sûrement rendu compte, c'était un reportage de Christ Diomandé, commenté par Herman Guivet. Direction Yamoussoukro, où les experts nationaux et internationaux de 6 pays du Sahel sont réunis avec pour objectif de mettre en place l'Observatoire du dividende démographique en Côte d'Ivoire. C'est un organe chargé du suivi du dividende démographique et qui devrait permettre à ces pays de pouvoir arrimer leur croissance économique à la structure de leur population. Les précisions de Léon Brou. 9%, la moyenne nationale de la croissance économique. En face, un indice de pauvreté de plus de 46%. Constat, ce fort taux de croissance n'a pas encore permis d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Raison, les lourds investissements imposés à l'État par le boom démographique, notamment dans le logement, l'éducation, la santé, l'emploi, les infrastructures. Ainsi donc, maîtriser la croissance de la population pour y adapter la planification des besoins d'investissement reste la seule condition pour le pays et ses habitants de tirer profit de la croissance économique. C'est le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est comment capitaliser sur la démographie. Concrètement, il faut faire en sorte que la structure de la population actuelle soit favorable à la croissance économique, qu'elle soit favorable à la création de la richesse. Le dividende démographique, il est transversal et multisectoriel et chaque institution a un rôle à jouer. Le dividende démographique, donc une des conditions de l'émergence. Mais comment y arriver ? C'est tout le sens de la présente session de formation, 12 jours pour les experts ivoiriens et internationaux de passer en revue les mécanismes et piliers de l'Observatoire national du dividende démographique. Ces indicateurs, c'est les efforts à faire en termes de politique sur les différentes dimensions. Donc, ce sont tous ces indicateurs qu'on essaie de prendre en compte pour voir où se trouve le pays et comment il peut capturer son dividende et quels sont les leviers qu'il faut appuyer pour pouvoir rapidement atteindre ce dividende démographique et l'émergence à terme. Comme ici en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et ses partenaires vont installer l'Observatoire du dividende démographique dans 6 pays africains. Suivra la mise en œuvre des engagements dont la nouvelle politique de la population, toujours pour la Côte d'Ivoire, en 2018. L'actualité internationale en bref et en images. La commission électorale kenyane a proclamé ce vendredi le président sortant vainqueur de l'élection de mardi. Uhuru Kenyatta a obtenu 54,27% des voix contre 44,74% à son principal opposant Raila Odinga. Le camp de l'opposant a rejeté les chiffres de la commission électorale. Quant aux observateurs électoraux internationaux, ils estiment que l'élection s'est déroulée sans fraude massive. En Égypte, 40 personnes au moins sont décédées et plus de 130 ont été blessées hier vendredi suite à un accident ferroviaire à la sortie d'Alexandrie. C'est une des pires catastrophes ferroviaires des 2 dernières décennies pour le pays. L'accident est dû à une erreur d'aiguillage. Le train venant de Port Saïd a été placé à l'arrêt sur la ligne que devait emprunter le train Alexandrie-Le Caire. Résultat, la locomotive a heurté de plein fouet le train à l'arrêt, renversant ou détruisant une dizaine de wagons. Entre les mois de mars et mai de cette année, le nouveau gouvernement gambien a effectué un audit au sein de ses fonctionnaires et également, chose inédite, au sein de ses forces de sécurité. Ce type d'exercice n'est pas une première pour le pays, mais il est utile pour le ministre des Finances afin de repérer les travailleurs fantômes pour pouvoir réduire les dépenses inutiles. C'est aussi l'une des attentes de la Banque mondiale en échange de son aide financière. Le résultat dévoilé par le ministère de l'Information prouve qu'un tel audit n'était pas inutile. Au total, un peu plus de 3000 travailleurs fantômes ont été recensés. L'État nigérian va récupérer près de 40 millions de dollars après la saisie d'une très luxueuse propriété de Lagos jugée mal acquise. Cet immeuble appartient à Diezani Alison Madueke,
ex-ministre du pétrole et présidente de l'OPEP de 2014 à 2015. La justice lui reproche d'avoir acquis la propriété avec de l'argent qu'elle aurait volé au gouvernement. Et puis, pour terminer, en Afrique du Sud, en plein mois de la femme dans le pays, le vice-ministre de l'Éducation est sous le coup de poursuites judiciaires pour avoir agressé une jeune femme. La vidéo de l'agression est devenue virale sur les réseaux sociaux. Plusieurs organisations de la société civile et la centrale syndicale COSATU, notamment, demandent sa démission. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre chaîne.